Nous sommes au salon d'analyse technique avec Nicolas Chéron qui est analyste pour CMC Markets et nous allons parler justement d'analyse. Nicolas, ce début d'année est mouvementé. Quel est ton point de vue quant à l'actualité et la volatilité de ce début d'année? Bonjour Fabien, très content de te retrouver donc au salon. Alors quel est mon point de vue sur la volatilité? Elle devrait rester potentiellement élevée en 2016 parce que nous avons des risques baissiers fondamentaux qui sont comme des ombres au tableau et qui parfois font pression sur les cours. On l'a vu par exemple en début d'année avec la baisse sur toutes les matières premières et puis sur les bancaires. L'année dernière on l'avait vu sur la Chine et je pense qu'on va continuer comme ça d'avoir des épisodes, d'avoir des impacts qui peuvent appuyer sur les cours. Et à l'inverse, on a des spéculations sur les banquiers centraux, sur les plans de quantitative easing qui sont des choses qui ont tendance à engendrer des vagues haussières, des vagues spéculatives. Et donc je pense qu'on devrait tout au long de l'année 2016 continuer comme ça d'avoir un marché assez volatile et assez complexe. Ok, les problématiques sont nombreuses. Alors on a le Brexit qui se pointe potentiellement, on a des craintes par rapport à la Chine. Le pétrole a marqué un gros point bas, on a retracé, maintenant on a presque progressé de 60-70% en l'espace de quelques mois, ce qui est incroyable pour un produit aussi important que le pétrole, même si on a l'habitude de sa volatilité, c'est quand même un produit dont beaucoup d'économies dépendent. Quels sont d'après toi les points clés qui vont marquer le reste de l'année ? Je pense qu'on va revenir sur des thématiques précédentes, c'est-à-dire que tout comme l'épisode grec qui est revenu à plusieurs reprises, eh bien je pense qu'on va avoir l'épisode chinois qui va également potentiellement revenir sur le devant de la scène. Concernant le pétrole, je suis très mesuré parce que effectivement les cours ont pris 60%, mais il faudrait qu'ils en prennent encore 60% pour que tous ceux qui sont dans l'industrie du shale oil aux États-Unis soient rentables. Puisque leur prix de revient pour gagner le premier cent, c'est à partir de 65 $ le baril. Donc à court terme, on a effectivement eu ce fort rebond du pétrole qui a permis à toutes les valeurs pétrolières et parapétrolières surtout de se reprendre violemment. Mais ce qu'ont remarqué les investisseurs par la suite, notamment sur Valorec il y a quelques séances, qui a été fortement dégradé, c'est que même si le pétrole monte jusqu'à 40, 45, 50, il faudrait qu'il reste longtemps au-dessus des 50-60 $ et qu'il monte donc encore plus pour espérer que ces sociétés-là puissent continuer d'exercer et qu'elles aient des activités pérennes. Donc je pense que le pétrole pourrait de nouveau inquiéter et en tous les cas rester sur le devant de la scène lors de cette année 2016. Alors tu parlais du Brexit. Le Brexit, je suis beaucoup plus nuancé sur les risques de Brexit. Ça me fait penser à des votes qu'on a déjà eu par le passé, ça me fait penser au mur fiscal qu'on avait eu aux États-Unis et je vois cela comme une fausse inquiétude. En fait, d'après les probabilités que l'on voit sortir ces derniers temps, on a 35 à 45% de probabilité de Brexit et étant donné que les gens ont plutôt une peur du risque et peur de ce qui pourrait déstabiliser, j'ai tendance à suivre pour l'instant les probabilités et à penser qu'il n'y aura pas de Brexit et qu'on se fait peut-être peur pour rien. L'exemple sur la livre, c'est que la livre, quand on est passé sous les 1,42 et qu'on a parlé du Brexit, a fortement accéléré à la baisse. Sauf que si tu prends un graphique sur 15 ans, tu te rendras compte qu'elle est venue chercher la zone des 1,35, 1,40 qui est une zone de support pluriannuel. On est désormais à 1,44-45. Imagine qu'il n'y ait pas de Brexit dans 3 mois. Est-ce que la livre n'irait pas plutôt à 1,50 ou plus? Donc ma question est la suivante. Quand le consensus est complètement baissier et voit un Brexit dont la probabilité n'est que de 40%, est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse? Après, le faire peut-être intelligemment, quel type de stratégie pourrait être mise en place? Attendre quoi qu'il y ait, comme on a eu il y a quelques jours, des phases de gros rebonds pour choper ça? Ou au contraire, attendre des points bas pour essayer de rentrer au meilleur niveau? En fait, alors que le consensus était en train de passer particulièrement baissier, j'indiquais justement à de très nombreuses reprises, notamment dans mes émissions ou bien sûr Twitter, que sous les 1,40, on arrive sur des supports pluriannuels d'importance. Et donc déjà, il y a un mois, j'expliquais, attention, si on réagit dans cette zone-là et si en plus il n'y a pas de Brexit par la suite, en fait, on aura fait un point bas de moyen long terme. Et donc, j'invitais à surveiller cette zone de prix, qu'on est d'ailleurs revenu tester il y a 2 séances, puisque la livre était violemment revenue sur les 1,40. Et grâce au FOMC et grâce à la BOE, elle est repartie très vite à 1,44, 1,45. On a donc eu une première réaction sous 1,40, puis un retest des 1,40. On a donc un support pluriannuel qui a été maintes fois validé.
c'était l'opportunité pour ceux qui anticipent les scénarios de moyen terme de potentiellement prendre le revers du consensus. Très bien. Dernière chose par rapport à l'analyse, les banques centrales sont en ce moment dans une mode... Pour moi, j'ai l'impression qu'on change un peu de cycle. Ok, il y a eu la crise des subprimes, ensuite il y a eu des plans de relance qui ont été efficaces sur les marchés actions. Les marchés américains ont plafonné, ont tout le temps monté. Les marchés européens finalement ont suivi et sont bien retracés depuis la crise de 2008. Là carrément, on a donc la Banque centrale du Japon qui est passée en taux d'intérêt négatif. On voit qu'ils sont super agressifs aussi en Europe où ils continuent à relancer à fond, même du côté de la Fed. Il y a eu un effet un peu bizarre là par rapport au discours de Draghi. On a vu d'abord une hausse quand il a parlé, il y a eu une grosse baisse. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un changement par rapport aux banques centrales? Et comment tu sens le fait qu'on passe sur des taux d'intérêt négatifs, ce qui est finalement un précédent Alors, je pense que le fait que l'on passe sur des taux d'intérêt négatifs va déstabiliser le marché obligataire. Et je ne serais absolument pas étonné que nous ayons des décalages, de la volatilité et un choc obligataire en cette année 2016, parce que je ne vois pas comment toutes les sociétés d'assurance et de gestion vont faire avec des taux négatifs pour sortir du rendement. Ça, c'est une chose. Après, par rapport aux banques centrales, les banquiers centraux de la BCE ont eux-mêmes dit, les membres de la BCE, nous gagnons du temps avec le QE, mais il faut des réformes structurelles. Donc on a bien une banque qui nous dit qu'elle gagne du temps avec des mesures dont elle ne connaît pas l'efficacité en espérant que les pays structurent. L'euro ne baisse plus, donc ça veut dire qu'en fait la BCE est en train de perdre la main sur sa monnaie. Parallèlement à ça, au Japon, on a la même chose, des taux négatifs et du QE, et malgré tout, le yen est la monnaie la plus recherchée depuis ce début d'année et gagne 15%. J'ai donc l'impression que la BCE perd la main, que la BOJ perd la main, et que la Fed, qui pensait monter les taux 4 fois, ne pense plus que les monter 2 fois. Et j'aimerais bien voir à la fin de l'année si elle l'aura fait une fois. Je pense donc que les marchés constatent que le travail des banquiers centraux a été un travail de stabilisation et de soutien psychologique, mais pas de soutien réel dans l'économie réelle et d'amélioration de la macro. Et je pense qu'à terme, les marchés se rendront compte que le seul investisseur, le seul soutien de marché majeur, ce sont aujourd'hui les banquiers centraux. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi là, ça n'a plus les effets escomptés. Et le jour où le grand public se rendra peut-être compte que les banquiers centraux perdent la main, alors on pourrait avoir une déstabilisation un petit peu plus forte sur les marchés boursiers. Très bien, merci. Dernière chose par rapport à CMC plus spécifiquement, on te retrouve lors d'analyses quotidiennes et plus récemment, tu as mis en place des webinaires avec des intervenants externes. Tu essaies de choisir des personnes compétentes dans certains domaines spécifiques. Est-ce que tu peux faire un rétrospectif de ceux que tu as déjà reçus et des projets à venir? Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est ne pas faire de quantité, mais faire de la qualité. Cela fait bientôt 10 ans que je suis dans l'industrie et je connais beaucoup d'intervenants. Il y a des intervenants vraiment de qualité qui sont des professionnels, qui sont agréés, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui font du trading en réel parfois quand on parle de trading. Bref, qui sont vraiment des professionnels assermentés. Et aujourd'hui, on a beaucoup de formateurs, de gens qui se lancent dans le trading, dans l'analyse, alors qu'ils ne sont pas vraiment des professionnels. Donc là, mon but, c'est d'avoir que des professionnels qui travaillent soit dans des banques, soit dans des sociétés de gestion, soit qui en sont diplômés, soit reconnus parce qu'ils ont écrit des livres. J'ai eu Karen Pelwal, qui est la référence française de l'Ishimoku, qui a vendu plus de 3000 livres en France, qui est en train de traduire son livre en 3 langues, qui fait le tour du monde pour faire des sélections, des formations Ishimoku dans des grandes banques, et qui a fait le premier webinaire avec moi sur l'Ishimoku, qui a déjà été vu 4000 fois, me semble-t-il. J'ai ensuite fait un webinaire sur les biotechnologies avec Sacha Pouget, qui est gérant chez Calisté Biotech, qui est devenu Monsieur Biotech chez BFM. Et donc j'ai voulu le faire venir exprès pour qu'il vienne expliquer à nos clients ce qu'était le marché des biotech. D'ailleurs, on avait averti sur la dangerosité des biotech début 2016. Et tu as vu que les biotech avaient perdu beaucoup en début 2016. Ensuite, j'ai fait un webinaire à distance avec Tradosor, qui est vraiment le monsieur analyse technique de CMC depuis des années, qui est notre partenaire historique, qui est vraiment un fin analyste et vraiment spécialiste de l'analyse technique. Il a écrit de nombreux e-books à ce sujet, il est très professionnel et donc nous avons échangé sur les figures de retournement les plus rares que l'on avait vues. Donc c'était vraiment avoir l'essence de deux professionnels qui vont parler des meilleures configurations possibles.
Et le dernier, c'était sur le pétrole, bien évidemment. La thématique du pétrole était à l'honneur. J'ai contacté Benjamin Louvet, gérant de fonds chez Ophi Asset Management, avec qui on a fait un webinaire d'1h30 sur le pétrole qui a déjà pratiquement été vu 2000 fois et dans lequel on avait expliqué toute la géopolitique, l'analyse technique, l'analyse fondamentale du pétrole afin que tous nos clients puissent profiter de cela. Et à l'avenir, puisque c'est ce que tu veux aussi savoir, nous allons faire un webinaire avec Patrick Rejoignet qui est l'analyste en chef chez Zone Bourse, qui est aujourd'hui un partenaire de CMC Markets. Et nous allons parler des indicateurs avancés et des outils de sélection pour faire du trading, donc des outils de sélection d'actions notamment. Très bien. Tous les événements dont tu as parlé sont disponibles en replay. Ceux qui arrivent, on a quelques dates. Ce sera en live, c'est souvent la première semaine du mois et toutes les dates sont sur le site CMC Market dans la rubrique formation. Merci Nicolas pour toute ça. Merci beaucoup.